Après l'opéra rock, l'opéra savon. Hier, nous avons arpenté les rues de Monopolis aux côtés des héros de Starmania pour évoquer l'industrie de la comédie musicale. Aujourd'hui, nous pénétrons dans l'univers impitoyable des soap-opéras. En 1982, François Truffaut, Jean-Luc Godard, Francis Huster déclaraient tous regarder Dallas, la série texane fraîchement arrivée sur les écrans français. Alors comment l'économie du feuilleton télé s'est-elle mise en place et comment les soaps représentent-ils la prospérité américaine et le réganisme triomphant? Pour en parler, nous avons invité Delphine Chedaleux, historienne des médias, maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Université de technologie de Compiègne, autrice de cet ouvrage Du savon et des larmes, le soap-opéra, une subculture féminine aux éditions Amsterdam en 2022. Également avec nous Marjolaine Boutet, historienne, professeure de civilisation américaine à l'Université Sorbonne Paris-Nord, autrice de Faire écran, les réécritures de la Seconde Guerre mondiale dans les séries télévisées au temps de la guerre froide, publiée aux presses universitaires du Septentrion l'an dernier. Une émission préparée par Diane Devancey, Léa Sabourin, Tina Young, Anouk Miliot, Léopold Thiévan et Inès Gender. Non. Non. James. Bonjour, grand-mère. Oh, c'est pas vrai. C'est fou, je n'arrive pas à y croire. Oh. Et pourtant, c'est vrai. Il est vivant. Dis-moi que je ne rêve pas. Tu ne rêves pas. C'est bien moi. Attendez une seconde, je ne comprends pas. Tu es vivant, mais ta mère t'a vu mourir, il y a eu un enterrement. Oui, je sais. C'est compliqué comme histoire. Et oui, c'est tellement compliqué qu'il faudra bien 12 856 épisodes pour élucider ce mystère et bien d'autres. Bonjour Marjolaine Boutet et Delphine Chedaleux. Bonjour. Merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. C'était un extrait des Feux de l'amour, bien sûr, de William Joseph Bell et Lee-Philippe Bell avec Jess Walton et Donny Bose. Le premier épisode a été diffusé le 26 mars 1973. Alors comment le soap-opéra est-il né? Il puise ses origines dans le roman feuilleton du 19e siècle, Delphine Chedaleux. Oui, c'est ça, dans une association, en fait, enfin, c'est un peu l'héritier à la fois du roman feuilleton et puis des techniques publicitaires mises en place aux États-Unis à partir de la fin du 19e, moitié du 19e, dans cette économie basée sur la consommation de masse. Donc le roman feuilleton, il naît en 1836. On le sait, la presse, le siècle. Donc deux titres inventés par deux patrons de presse qui sont en quelque sorte les fondateurs du roman feuilleton. Exactement, et qui inventent cette technique de fidélisation du public, en fait, qui consiste à publier des épisodes, des romans en épisodes, en fait, découpés en épisodes, donc dans le feuilleton du journal, c'est-à-dire en bas de la page, en bas d'une page du journal. C'est comme ça que naît ce terme feuilleton. Donc la feuilletonisation naît là. Ils inventent vraiment un nouveau modèle économique. Exactement, à la fois un nouveau modèle économique, donc qui est lié à l'économie de la presse, et un nouveau modèle culturel aussi, puisque ils inventent en fait la série, ce qui va devenir la série. Et puis donc l'histoire du soap, elle est au carrefour de cette histoire. Évidemment, donc ce modèle du roman feuilleton, il va essaimer dans tout le monde occidental. Et puis l'autre héritage, c'est celui de la publicité. Le modèle économique américain, basé sur la consommation de masse, réclame des techniques publicitaires de plus en plus élaborées et qui s'adaptent évidemment aux médias, aux différentes techniques médiatiques. Et notamment, le soap naît sur la radio. Comme une technique publicitaire en fait en direction des auditrices et des consommatrices. Marjolaine Boutet, sur les origines du soap-opéra. Oui, c'est une invention d'un nouveau genre et une invention aussi, Delphine le dit très bien, ce mélange d'histoire et de publicité, c'est aussi les origines, on va dire, du marketing, puisque le but c'est de faire naître le désir. L'envie de voir la suite. Aujourd'hui, on parle énormément d'addiction, je pense un peu à tort et à travers à la fiction, mais ce que fait le feuilleton, c'est vrai, c'est donner l'envie, c'est ça son but,
de savoir la suite et donc d'acheter évidemment le prochain numéro du journal. Et donc, en créant le désir, on invente ce qu'on appellera ensuite les fameux cliffhangers, donc ces mises en suspens du récit où le récit, en fait, est désormais dans une forme instable, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de fin. Oui, c'est moins la résolution qui compte que la multiplication des péripéties et des rebondissements. C'est ça le modèle du soap opéra, Delphine Chedal. Alors c'est vraiment ça le modèle, l'essence du soap, c'est vraiment un feuilleton, un format sans fin. Hein. On l'a dit tout à l'heure avant de prendre l'antenne, hein, le plus long soap de l'histoire du soap, c'est un soap qui s'appelle The Guiding Light, qui a été écrit par Irna Phillips, qui est une figure majeure du soap dont on reparlera sans doute Absolument. tout à l'heure. Et donc c'est un soap qui a duré 72 ans, hein, de 1937, il a commencé à la radio jusqu'en 2009, année où il a été déprogrammé à la télévision. Donc ce sont littéralement des feuilletons sans fin. Qui n'ont pas de clôture narrative en fait, parce que ça dure sur des décennies et aussi parce que les intrigues ne sont jamais résolues. Hein. Une intrigue en ouvre une autre, une résolution ouvre un nouveau rebondissement, etc., etc. C'est vraiment l'essence du soap. Et puis l'autre caractéristique centrale, c'est la mise en lumière et la centralité du féminin, de la sphère domestique et des relations émotionnelles, interpersonnelle, amoureuse, familiale, etc., etc. Ça, c'est vraiment les deux grandes mamelles du soap. Oui, ce qui caractérise le soap opéra, c'est cette présence très forte des personnages féminins, cette tonalité mélodramatique, ces intrigues focalisées sur les relations sentimentales et vous l'avez dit, hein, cette importance de la sphère domestique et tout cela, Irna Phillips le comprend, c'est pour cela qu'elle est souvent désignée comme la mère du soap, Delphine Chedaleux. Oui, en fait, Irna Phillips, c'est celle qu'on désigne comme l'inventrice, la mère du soap. Elle crée la formule, en fait, la formule initiale qui sera ensuite déclinée par d'autres scénaristes, d'autres créateurs et par les industriels. C'est en fait une enseignante de Chicago qui travaille pour la radio et à qui on confie l'écriture d'un feuilleton. On est à la toute fin des années 20, début des années 30 et on comprend, les industriels le comprennent, mais aussi les producteurs de radio comprennent l'importance du feuilleton et le fait que le feuilleton, ça marche à la radio. C'est un format qui est pas très cher à produire et qui génère énormément de revenus publicitaires évidemment. Et donc elle écrit ce feuilleton centré autour d'une mère de famille veuve qui décline ses conseils comme ça, pratiques, domestiques, mais aussi ses conseils moraux et sentimentaux, donc à son entourage, à sa fille avec qui elle vit. Elles ont une pensionnaire, puis il y a tout un tas de personnages autour d'eux. Et donc elle va créer ce modèle de feuilleton centré sur un personnage de femme qui comme ça fait vivre sa famille à grand renfort en fait de produits évidemment dont elle va faire la réclame à l'intérieur même des épisodes. The Guiding Light, presented by Pure All Vegetable Crisco. It's digestible. And Ivory Soap, the most famous soap in the world. Join the value Jubilee. Make this year 1953. Get personal size Ivory for your beauty care and save. You get 4 cakes of personal size ivory for about the same price. As only 3 cakes of any other leading toilet soap. 4 instead of 3. In 1 week, your complexion will have a prettier look. The Guiding Lights, la série écrite donc par Irna Phillips, suivie d'une publicité pour le savon Ivory sur la chaîne américaine CBS en 1953. Le soap opéra tire son nom de ces réclames et il est conçu dès le départ pour attirer l'attention des femmes au foyer sur ces produits ménagers, Marjolaine Bouton. Pour les occuper surtout, parce qu'effectivement en anglais, donc soap, ça veut dire le savon, mais aussi la lessive, donc tout ce qui nettoie en réalité. Et il y a quand même on va dire une inquiétude des faiseurs de radio et des publicitaires et puis de ceux qui vont faire la télévision, qui sont quand même très majoritairement des hommes, de que font les femmes à la maison pendant que le mari travaille. Et donc il y a quand même cette volonté de les occuper, d'occuper aussi leur imaginaire
et de leur transmettre des messages Oui, de bonne tenue du foyer, mais aussi de bonne tenue, évidemment, de ne pas aller reluquer le voisin. Et donc, plutôt que de penser aux voisins, de penser à des hommes imaginaires et à des histoires d'amour qu'on leur fait vivre par procuration. Donc, il y a vraiment cette volonté-là. Et j'ai une doctorante qui va soutenir sa thèse dans 15 jours, Julie Richard, qui est allée dans les archives des chaînes de télévision et qui montre que c'est une vraie volonté de ces dirigeants de chaînes de maintenir, on va dire, les histoires sentimentales et de la sphère privée à ces programmes de journée qu'ils pensent qui ne sont écoutés que par les femmes et d'évacuer absolument toute sentimentalité des programmes de soirée où là, les hommes et les enfants, pense-t-il, sont devant la télévision. Donc cette division genrée des histoires, c'est aussi une division genrée du marketing, du public et de la façon dont elle est conçue par les dirigeants de chaîne. Oui, il y a une grande importance de la réclame dans le développement des soap-opéras et c'est pour cela que Procter & Gamble, l'industriel, est un acteur central de cette histoire, Delphine Chedaleux. Oui, Procter & Gamble, c'est un des premiers industriels à comprendre l'importance de la radio. Donc, ils investissent beaucoup assez tôt sur le média radiophonique et à comprendre la puissance de frappe de ces feuilletons radiophoniques, en fait. Et donc, ils reprennent le modèle initié par Erna Phillips. Ils le déclinent dans un premier soap qui s'appelle Ma Perkins en 1933. Donc là aussi, une femme au foyer qui devient veuve et puis qui va enseigner son savoir domestique en fait autour d'elle. Et il s'associe ensuite en 1937 avec Erna Phillips pour créer donc The Guiding Light, qui sera un énorme carton, énorme succès, qui durera donc jusqu'à la fin des années 2000. Donc, et Procter & Gamble, tout au long de l'histoire du soap, est un acteur très important qui investit énormément sur ce média. Ce qu'il faut le dire, c'est qu'au moment de la Grande Dépression, dans les années 30, la radio acquiert une importance nouvelle aux États-Unis, à Marjolaine Boutet. Oui, avant la radio, elle existe, enfin elle n'est pas tout à fait accessible, mais vraiment dans les années 20 et 30, la radio c'est pas cher. Et vraiment, y compris dans les foyers les plus pauvres du sud des États-Unis, on n'a pas d'électroménager à part le poste de radio qui devient vraiment un ferment commun. Aux États-Unis, la première vraiment culture populaire qui est diffusée sur l'ensemble du territoire et qui diffuse aussi des accents, un imaginaire et qui permet à toutes ces femmes, mais aussi ces familles, de s'évader et de construire. Et ça a une importance incroyable sur la musique, bien sûr, la musique populaire américaine, mais aussi sur ces histoires. Et à la différence de la télévision par la suite, sont des histoires où évidemment c'est la radio, donc il y a beaucoup d'accents, il y a beaucoup de diversité et il y a une vision de la société américaine assez stéréotypée bien sûr, mais beaucoup plus diverse que ce qu'on verra ensuite à la télévision des années 50 jusqu'aux années 80. Et dans les années 30, les annonceurs se rendent compte que les créneaux en pleine journée sont en réalité plus porteurs que ce qu'ils imaginaient, Delphine Chedaleux ? Oui, parce que c'est aussi au moment où on se rend compte de manière plus générale que ce sont les femmes qui font les achats du foyer et que ce sont elles qui sont là en journée, qui sont le public de la journée. Et donc ça, les industriels le comprennent, alors à grand renfort d'enquêtes qui sont menées, d'enquêtes sociologiques vraiment commanditées par les industriels. Et donc, on se rend compte que les femmes sont un public à investir et vraiment, il y a cette idée de transformer les auditrices en consommatrices. Enfin, c'est vraiment l'origine du soap opéra. Ouais. I am Mr. Tribbiani, and I will be teaching acting for soap operas. Now, on my first day as Dr. Drake Ramore on Days of Our Lives, I learned that one of the most important things in soap opera acting is reacting. This does not mean acting again. It means you don't have a line, but someone else just did. And it goes something like this. Thanks a lot. Oh, by the way, before I forget, to work in soap operas, some of you are going to have to become much more attractive. All right, moving right along.
Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho. Nous parlons de l'économie selon le soap opéra avec Delphine Chedaleux et Marjolaine Boutet. C'était un extrait de l'épisode 7 de la saison 3 de Friends, créé par Martha Kaufman et David Crane, avec Matt Leblanc dans le rôle de Joey Tribbiani, qui donnait ici un cours à de jeunes comédiens. Comment le passage du soap, de la radio à la télévision, s'est-il opéré, Marjolaine Boutet ? Alors c'est un passage assez, on va dire, assez naturel et c'est ce qui fait la spécificité de la télévision américaine par rapport aux télévisions européennes où vraiment la Seconde Guerre mondiale a été une rupture dans l'histoire de la radio et après avec la naissance de la télévision. Aux États-Unis, de façon assez naturelle, les grandes chaînes de radio deviennent des chaînes de télévision. Et au départ, qu'est-ce qu'on fait ? On met des caméras dans les studios de radio, comme aujourd'hui. Absolument. Voilà. Et donc, comme il y a déjà des fictions à la radio, ces fictions à la radio deviennent des fictions télévisées. Et donc, les soap-opéras, les premiers, comme The Guiding Light, par exemple, entre 1952 et 1956, est à la fois une fiction radio et une fiction télévisée. Parce que 1952-1956, c'est vraiment le moment où les ménages américains s'équipent de télévision. En 1952, vous avez à peu près un tiers de la population américaine déjà qui a un poste de radio, poste de télévision, pardon, ils ont tous des postes de radio, un poste de télévision. Et en 1956, on va dépasser les 2 tiers de la population américaine. Donc vraiment, la télévision, dès le milieu des années 50, est devenu un média de masse, un média peu cher. On peut se l'acheter à un prix relativement modeste. Après, il y a des tas de modèles différents selon les budgets et les intérieurs. Mais voilà, ça passe de façon assez naturelle. Et puis, il faut attendre vraiment la deuxième moitié des années 50 pour que les programmes de télévision deviennent des programmes propres à la télévision, et notamment on a entendu un extrait de Friends, notamment la sitcom, qui est pour le coup un genre proprement télévisuel, qui vient davantage du théâtre que de la radio, avec ce public que l'on entend réagir, comme le disait Tribbiani. Et est-ce que ce passage de la radio à la télévision transforme la narration, la tonalité des soap-opéras, Delphine Chedaleux ? Oui, à partir du moment où le soap va devenir proprement télévisuel, la grammaire va changer, les épisodes vont se rallonger, le style très théâtral du début va se complexifier, la grammaire visuelle va s'élaborer, se complexifier dans les années 50. L'orgue qu'on a entendu ici, qui est caractéristique des premiers soaps télévisés, va être au fur et à mesure remplacé par des musiques plus variées, de la musique pop et des styles musicaux plus variés. Donc la grammaire va se complexifier. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le soap ça va tellement marcher en fait que ça va devenir vraiment une cheville ouvrière en fait du développement de la télévision à partir des années 60, et que la grammaire visuelle de mise en scène et narrative expérimentée dans les soaps va peu à peu coloniser en fait les autres programmes télévisés, les séries télévisées et de prime time, comme on dit, donc plus légitime, on va dire, que ces programmes de journée que sont les soap-opéras. Et donc, au fur et à mesure, et notamment au tournant des années 80, les soaps vont en fait informer les séries, notamment en introduisant, les séries vont s'approprier ce principe de feuilletonisation, c'est-à-dire de débordement des intrigues et de développement des personnages d'un épisode sur l'autre, mais aussi d'un mois sur l'autre, d'une année sur l'autre, etc. On va en venir aux séries des années 80, à Dallas, au feu de l'amour, mais d'abord restons encore un petit peu dans les années 50, dans cette période où les chaînes américaines effectivement comprennent que le public des soap-opéras s'élargit. C'est en particulier la chaîne CBS qui mène la danse, Marjolaine Boutet. Alors la chaîne CBS, oui, parce qu'elle s'invente à partir des années 50 et surtout des années 60, sous l'égide d'un monsieur qui s'appelle William Paley, comme la chaîne d'Hollywood. Parce que donc, aux États-Unis, il y a 3 grandes chaînes. NBC, qui est la chaîne historique et qui part avec un avantage compétitif au départ, parce que c'est aussi l'entreprise qui fabrique les postes de télévision. Donc, qui sont réglés par défaut sur
sa chaîne à elle. Et donc CBS est la deuxième chaîne et elle va faire le choix très vite de créer des liens avec Hollywood et de se vendre comme la chaîne d'Hollywood, la chaîne des stars et de mettre davantage en avant l'image, le clinquant, le bling-bling. Et donc ça va très bien avec le soap, tandis que NBC reste une chaîne plus sérieuse. Puis la troisième, c'est ABC qui va davantage cibler un jeune public. Si bien qu'à l'automne 1958, 6 soaps diffusés sur la chaîne CBS figurent parmi les 10 meilleures audiences de la journée. Et ça va encourager les autres chaînes, Marjolaine. Ça va encourager les autres chaînes et puis surtout, ça va faire de CBS, encore une fois, le leader des audiences et des recettes publicitaires. Parce que qui dit audience dit recettes publicitaires. Et CBS devient donc véritablement leader de l'imaginaire de la ménagère. Et puis, elle a aussi des chaînes des séries qui font de très grandes audiences le soir, notamment I Love Lucy, donc la première sitcom, qui met en scène aussi une ménagère qui essaye de sortir de son appartement et d'avoir un métier. Mais ce qui change avec l'image, c'est qu'on voit les objets. C'est qu'on voit l'électroménager et que dans les soap-opéras notamment, les scènes qui se passent dans les cuisines deviennent très importantes parce qu'on voit donc l'électroménager qu'on est en train de vendre. Et c'était dit aussi dans l'extrait par Joey Tribbiani, l'apparence physique des acteurs et des actrices devient extrêmement importante et c'est là que cette image de cette ménagère toujours parfaite, toujours maquillée et tirée aux 4 épingles devient on va dire le symbole des années 50. Oui, une apparence physique extrêmement stéréotypée, notamment du côté des femmes. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet, Delphine Chaudalleux ? Oui, alors si on ouvre cette grande page de la représentation des femmes dans les soaps, il y a beaucoup de choses à dire. C'est d'abord le premier truc qu'on peut dire, c'est que c'est le format audiovisuel où il y a le plus de femmes historiquement. Dans les séries construites sur un modèle plus classique du genre Columbo, les séries policières, etc., mettent beaucoup moins en scène les femmes. Donc le soap, c'est vraiment là où on trouve le plus de femmes et on va trouver aussi quand même, alors malgré effectivement, sans doute qu'on pourrait parler de cette apparence stéréotypée, mais on va quand même trouver une diversité importante de personnages féminins. Donc on a parlé de la figure de la mère de famille, qu'on appelle communément la matriarche, telle qu'elle se déploie à la radio dans les années 30, qui va évidemment perdurer à la télé, les figures de bonne mère compréhensive, à la Crystal Carrington dans Dynasty, qui prennent soin de leur entourage, etc. Mais il y a aussi d'autres figures, comme la figure de la méchante, par exemple, la figure de la femme de carrière, la career woman, qui sont aussi des figures extrêmement centrales en fait dans le soap et qui sont des figures d'une certaine façon transgressives, qui transgressent un certain nombre de normes du féminin. Oui, elles sont présentées comme des anti-modèles. Oui, à la fois comme des anti-modèles et en même temps comme des personnages aussi centraux que la mère de famille. C'est ça qui est assez fascinant avec ce format, c'est qu'il n'y a pas de personnages principaux dans les soaps. Tous les personnages ont plus ou moins la même importance. Il y a bien sûr des personnages plus importants que d'autres, mais ce sont des feuilletons chorales. Et donc, les personnages centraux ils sont plusieurs, beaucoup, et ils ont la même importance. Donc, les méchantes, les femmes de carrière, elles sont tout aussi importantes que les mères de famille et elles sont extrêmement appréciées des spectatrices. Ça, les producteurs le savent bien et inventent à dessein ces personnages de méchantes qui sont alors des femmes de pouvoir, transgressives, qui s'aventurent sur le terrain des hommes, du business, qui utilisent leur entourage à leurs propres fins, qui utilisent leur sexualité pour accroître leur pouvoir, qui utilisent parfois leurs enfants pour accroître leur pouvoir. Ces personnages exercent une fascination particulière sur le public féminin. Les producteurs le savent et c'est pour ça que les soaps en sont parsemés.
Marjolaine Boutet, sur les représentations des femmes dans les soaps dans les années 50. Complètement. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que aux États-Unis, les programmes de journée sont méprisés culturellement, puisque c'est le royaume des femmes. Mais dans ce royaume des femmes, c'est aussi le royaume de la diversité, de la collectivité. Delphine le dit très bien, de l'égalité aussi. Alors qu'à l'inverse, le prime time, c'est le moment des hommes. Et donc, c'est des histoires d'hommes, essentiellement du western, mais aussi de la série judiciaire, de la série d'action, enfin tout ce qu'on peut imaginer, avec des hommes. Et des hommes souvent seuls ou deux maximum, personnages principaux, qui n'ont pas de vie privée, qui n'ont pas de souvenirs, qui font toujours la même action, qui gagnent toujours à la fin, et qui donc finalement sont extrêmement répétitifs, extrêmement monolithiques. Les héros des séries western, ils se ressemblent littéralement tous. Et donc, il y a vraiment cette dichotomie entre, on va dire, la phase émergée de l'iceberg, donc ces programmes de prime time qui on va dire, concentrent l'intérêt de la critique, du public, et il se passe des choses, et la révolution culturelle et la révolution sexuelle, on la voit, on la sent dans les soaps des années 60 et 70 que, a priori, auquel personne n'accorde de l'attention à l'époque. Et le succès des soap opéras réside donc dans le cliffhanger, vous nous en avez parlé, Marjolaine Boutet, et aussi sur le fait de donner aux spectateurs le sentiment que les personnages mènent une existence indépendante, Delphine Chedaleux. Oui, mais alors là, il y a un truc très lié à la temporalité du soap. Contrairement à la série telle qu'on la connaît, le soap ne connaît pas d'ellipse. Il n'y a pas d'ellipse temporelle. C'est-à-dire qu'on retrouve chaque jour ces personnages dans l'état où on les a laissés la veille. Vous voyez. Et donc, il y a l'idée, enfin, disons que ça crée un rapport d'intimité et de temporalité et d'intimité très particulier en fait avec le public et oui, d'une certaine façon ce sont des personnages qui évoluent sous nos yeux et qui oui, enfin qui mènent une existence propre, d'autant plus que en dehors des, enfin je veux dire en plus des intrigues sentimentales, familiales, etc., enfin des intrigues proprement émotionnelles, ces personnages traversent tout un tas connaissent tout un tas de problèmes, de questions qui traversent la société américaine, comme le disait Marjolaine, des années 60-70. Le soap est extrêmement poreux, en fait, aux questions sociales. Le long du grand Pacifique, les vagues défient le temps. Côte ouest, ton paysage magique s'efface dans l'océan. Côte ouest, la vie passe, pleine de songes et d'illusions. Le générique de la série américaine Côte Ouest, une série dérivée de Dallas, est diffusée sur la chaîne américaine CBS à partir de 1979. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho? Nous continuons à parler de l'économie selon le soap opéra. Les historiennes Marjolaine Boutet et Delphine Chedaleux sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde par Dali Yaha. Alors on l'a dit, le soap opéra a longtemps été cantonné aux heures creuses. Comment s'opère justement son passage en prime time, Marjolaine Boutet, et quel est l'objectif? De rendre ces séries accessibles à tous?
Oui, alors là aussi, on parle de stéréotypes et de clichés. Donc, jusqu'aux années 70, les faiseurs de télévision avaient cette idée qu'il n'y avait que les femmes qui s'intéressaient aux histoires sentimentales et que les hommes ne s'intéressaient qu'aux histoires politiques abstraites, rationnelles. Et donc, il y avait cette division très claire des programmes de journée et des programmes de soirée. Et puis arrive donc la révolution culturelle, les années 60, les années 70, et aussi la crise économique. Et donc le fait que ces messieurs passent de plus en plus de temps dans la journée devant la télévision et les audiences des soap-opéras augmentent. Mais augmentent de façon vraiment à attirer l'attention. Il y a aussi le fait qu'il y a des producteurs de télévision à succès dans les années 70 qui ont été directeurs des programmes de journée, et je pense notamment à Aaron Spelling, qui a créé notamment Beverly Hills pour les gens de ma génération. Voilà, donc Aaron Spelling a compris l'importance de ces programmes de journée. Par exemple, à la fin des années 70, vraiment, il y a le mariage de deux héros de General Hospital, Luke et Laura, qui fait davantage d'audience à la télévision américaine que le mariage de Charles et Diana. Donc, et c'est ce que disait Delphine très bien, ces personnages de soap opéra, on les accueille chez nous tous les jours. Tous les jours, on entend leurs histoires et donc ils ont une importance qui peut être supérieure à sa famille, ses voisins, ses amis parfois, parce qu'on voilà, ils font vraiment partie de l'intimité. La télévision, c'est vraiment le média de l'intime. Ça rentre dans le salon, dans le foyer. Et pour les chaînes américaines, c'est extrêmement intéressant parce que ces soaps, ils sont peu chers à produire et donc extrêmement rentables, Delphine Chaudaleux. Ah oui, alors c'est extrêmement rentable. Donc je le disais tout à l'heure, hein, les historiennes, les historiennes comme Ilana Levine, par exemple, qui est une historienne du soap, considèrent que vraiment le soap, c'est la cheville ouvrière du développement à la fois culturel et économique de la télévision des années 60 aux années 80. C'est pas cher à produire parce que les soaps obéissent à un mode de production extrêmement industrialisé, quoi. Oui, rationalisé. Rationalisé, avec une très forte division du travail, avec des super managers, des producteurs exécutifs qui surveillent le travail d'écriture, qui est assuré par un scénariste en chef, qui ensuite va faire écrire les épisodes, découpe les intrigues en épisodes, puis les épisodes en actes, et chaque acte est confié à des scénaristes qui travaillent de façon isolée. Enfin, tout est très, le travail est très divisé. Les tournages sont également très très peu chers, hein, puisque les scènes, elles sont enregistrées en temps réel par 3 caméras, donc on ne fait pas plusieurs prises, on ne fait pas plusieurs plans, on ne tourne pas plan par plan, on tourne scène par scène, 3 caméras, et le découpage et le montage se fait ensuite, en fait. Donc tout ça, tout ce mode de production extrêmement rationalisé, fait que c'est peu cher à produire et que ça génère des revenus extrêmement importants, des revenus publicitaires, évidemment. Et à partir des années 60, en fait, les chaînes américaines produisent leurs propres soaps, se mettent à produire leurs propres soaps. Oui, là où auparavant, elles faisaient plus appel à des sociétés de production. Exactement, sur le modèle radiophonique, en fait, à des sponsors ou des Procter & Gamble, par exemple, a sa propre société de production et produit ses propres soaps. Et donc, à partir des années 60, les chaînes produisent leurs propres soaps. General Hospital, dont parlait Marjolaine, est produit par ABC à partir de 63, par exemple. Hein. Avec un partenariat avec Paramount, c'est ça ? Oui, avec les studios Paramount, donc qui se trouvent donc en Californie, alors que les soaps plus anciens, du début, des années 50, étaient plutôt produits et plutôt tournés à New York. Et ce qui fait que les studios sont plus grands, qu'il y a plus de lumière, donc ça permet d'autres formes d'autres mises en scène, etc. Et le fait que les chaînes produisent leurs propres soaps, ça leur permet en fait d'accroître leur contrôle sur la production et sur le prix de vente des créneaux publicitaires aussi. Donc tout ça est une opération extrêmement rentable qui va vraiment être déterminante pour le développement
à la fois culturelle et économique des chaînes de télévision américaines. Oui, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plus d'ambition sur la narration, sur la mise en scène, et l'effet de cela, c'est que le prix de vente des créneaux publicitaires va augmenter considérablement, Marjolaine Boutet. Oui, effectivement, toujours. Le but, c'est toujours de vendre de la publicité à Coca-Cola ou d'autres. Mais ce qui se passe aussi dans les années 70 pour expliquer l'apparition de Dallas, c'est que dans les années 70, la télévision de prime time, elle ronronne et les audiences décollent pas, voire déclinent. Et donc, les dirigeants de chaîne vont essayer de chercher des moyens d'attirer de nouveau les familles devant la télévision le soir. Et à partir de la deuxième moitié des années 70, ça va se faire avec les grandes sagas, les sagas familiales, à souvent des adaptations d'œuvres littéraires ou des histoires historiques. Donc là, arrivent enfin en prime time des histoires à suivre. Alors à suivre sur un temps très court, 1 semaine, 2 semaines, mais on trouve enfin des histoires de famille, des histoires de génération, des histoires d'amour, des histoires de trahison, de vengeance. C'est notamment avec Roots en 1976 que l'essentiel de la population américaine, y compris les Afro-Américains, découvre l'histoire de l'esclavage. Avec la première fois, donc en prime time, on a la mise en scène de la traversée de l'Atlantique par les esclaves au fond d'une cale, maltraités, certains meurent, etc. Enfin, c'est d'une violence inouïe pour la population. Et donc, ces nouveaux modes de narration à suivre, ce romanesque, cet épique qui entre dans le prime time, permet ensuite à Dallas d'arriver sur les écrans en 1978. Et oui, c'est à la fin des années 70, en effet, que les Américains découvrent les luttes de pouvoir et les intrigues de la riche et puissante famille Ewing dans Dallas. Il est convenu par la présente que tous les revenus et tous les bénéfices du champ de pétrole désigné sous le nom de Ewing 23 devront être partagés conjointement entre John Ewing et Willard Barnes, ou leurs héritiers jusqu'à perpétuité. Vous fatiguez pas à le déchirer, c'est une photocopie. C'est moi qui ai fait rouvrir les puits. Oui, c'est toi. Eh bien, si tout ça est légal. Tout est légal. Bobby, je suis avocat et je vous jure que tout est légal. Bobby, tu as permis à ton beau-frère de devenir richissime. Ah non, ça n'est tout de même pas ça qui va nous ruiner. Non, non, bien sûr que non. Cela dit, le terrain est plutôt intéressant et au prix actuel, vous ferez une petite fortune. Allô, Harry Owen, s'il vous plaît. J'avoue que vous prenez cette nouvelle mieux que je ne l'aurais pensé. Oh, ces quelques années dans le métier m'ont appris à savoir encaisser. Harry, bonjour, ici J.R. Ewing. Vous voulez bien me donner le rendement du Ewing 23? Ah, vous faites 5000 barils par mois? Eh bien, je pense que votre part doit se monter à 300 000 $ par an. Harry, voilà ce que vous allez faire. Vous allez fermer les puits. Oui, c'est ça. Oui, mais vous arrêtez la production du 23. France Culture. Patrie du dollar, du pétrole. Entendez l'écho. Tu ne connais pas la pitié. Tiffaine de Roquigny. Nous continuons à explorer l'économie du soap-opéra avec Marjolaine Boutet et Delphine Chedaleux. C'était un extrait de l'épisode 25 de la saison 3 de Dallas. La série a été diffusée sur CBS entre 1978 et 1991. Est-ce que vous pouvez resituer le dialogue que l'on vient d'entendre dans l'intrigue générale, Marjolaine Boutet? Alors, l'intrigue générale, ce serait compliqué parce que là encore, c'est du soap-opéra, donc il y a des rebondissements en permanence. Mais en très gros, Dallas, ça commence donc en 1978 comme on va dire, c'est Roméo et Juliette chez les Texans, chez les pétroliers texans. Donc, on est à la fois dans quelque chose de très ancien, de très connu, donc Roméo et Juliette. Donc ici, Roméo s'appelle Bobby, Juliette s'appelle Pamela. Ils appartiennent à deux familles, donc
de parvenus, on va dire, texans qui ont découvert du pétrole dans leurs champs et qui sont devenus rapidement richissimes. Et on l'entend très bien dans le dialogue, il est beaucoup question d'argent. Et pour le public américain, cette série, elle est très exotique, elle est très attirante parce que donc ça se passe au Texas et pour les Américains, le Texas et le vieux Sud de façon générale, c'est vraiment le coin des bouseux. Dans les années 60, il y avait des tas de comédies sur justement les mœurs, on va dire arriérées, les ploucs du sud des États-Unis, qui devenaient en général richissimes, qui montaient à la ville. Bon, des choses assez classiques du rat des villes et du rat des champs. Et tout d'un coup, c'est un Texas triomphant qui est représenté. Et donc là, vraiment, on est dans cet imaginaire où on se moque quand même un peu, mais on les envie aussi parce qu'ils sont très riches. On est à l'orée des années 80, donc des années Reagan, qui va porter le Stetson comme J.R. Ewing et qui va avoir cet accent du Texas aussi, qu'il va volontairement travailler pour faire proche du peuple. Donc il y a cette idée-là. Et évidemment, pour tout le public en dehors des États-Unis, J.R. et Ronald Reagan, ça devient la même figure, cette image de cette Amérique qu'on envie et qu'on déteste aussi, cette Amérique qui serait pas cultivée, que seul l'argent intéresserait, et qui est évidemment aussi très très fort pour faire de l'argent, pour s'enrichir. Et avec, là, pour le coup, une amoralité assez incroyable de ce JR qui est prêt à vendre père et mère et parfois enfant pour gagner de l'argent. Oui, parce que ce que montre la série, c'est que l'argent déchire les relations familiales. Donc il y a à la fois, effectivement, cette jalousie vis-à-vis de cette famille et en même temps, c'est un repoussoir, Marjolaine Boutet. On a, là encore, tous les ingrédients de la tragédie, mais aussi du théâtre de boulevard. Enfin, encore une fois, tout ça est très ancien. Le sexe et l'argent. Et évidemment, tout ça crée des histoires sans fin et des problèmes sans fin. Et c'est ça, bien sûr, qui passionne, qui fascine. Et ce qui est nouveau, aussi, c'est de voir en prime time ces personnages dont Delphine parlait tout à l'heure, de la méchante prête à tout. Ici, c'est pas la méchante, c'est le méchant, mais il reste quand même assez nouveau, cet anti-héros, ce personnage qu'on adore détester, et on a envie évidemment de voir le prochain épisode pour savoir jusqu'où ira JR pour s'enrichir. Dans les années 80, les soap-opéras mettent régulièrement en scène ces figures de parvenus, de nouveaux riches, Delphine Chedaleux. Oui, parce que c'est l'ère donc de ces soaps de prime time dans lesquelles on investit plus d'argent que dans les soaps de journée, qui mettent en scène ces ultra riches, qui portent des costumes et qui évoluent dans des décors beaucoup plus élaborés que dans les soaps de journée. Pour rebondir sur ce que disait Marjolaine, Dallas, c'est un exemple très intéressant à plusieurs égards. D'abord parce que on le connaît bien en France, contrairement à d'autres soaps, puisqu'il a été diffusé à plusieurs reprises sur les chaînes françaises. Et c'est un exemple très intéressant parce qu'il dit beaucoup de choses sur le fonctionnement de la famille et sur le fonctionnement des économies familiales. En fait, on a peut-être une vision un peu biaisée de la centralité du personnage de JR, parce que les études, et notamment une étude de Yen Hang qui est vraiment, donc qui est une chercheuse hollandaise qui a travaillé sur les spectatrices de Dallas, a montré que finalement l'attrait de Dallas auprès des spectatrices, il n'était pas tant lié au personnage de JR qu'au personnage de Sue Ellen, sa femme. Et pourquoi ? Parce que Sue Ellen, elle personnifie d'une certaine façon la position occupée des femmes, la position occupée par les femmes dans le système patriarcal, dans les familles obéissant à un système patriarcal. Dans le livre, je me suis amusée à regarder cette famille avec les outils de l'anthropologie et notamment de l'anthropologie féministe, et c'est particulièrement intéressant parce qu'en fait la série met à jour tout un tas de fonctionnements anthropologiques qui sont évidemment liés à l'économie. Et encore, on voit justement la domination économique des femmes par les hommes. Oui, alors les Ewing, parce qu'il y a deux clans qui s'opposent, mais là le clan principal c'est le clan Ewing, et c'est une famille qui obéit à un système de filiation patrilinéaire, comme on dit, c'est-à-dire que tous
se transmet de génération d'hommes en génération d'hommes. Et les femmes, elles circulent entre les clans, justement, entre le clan Ewing et le clan Barnes, qui est le clan opposé. Donc elles sont à la fois indispensables à la reproduction du patrimoine, à la reproduction de la famille, mais ce sont aussi des menaces à cette reproduction, à la transmission, parce que justement, ce sont les traîtres. Elles passent d'un clan à un autre. Pam, c'est la sœur elle est née dans le clan Barnes. Sue Ellen couche avec l'héritier du clan Barnes, etc. Donc du clan adverse, etc., etc. Et on voit vraiment se dessiner des concepts bien connus des anthropologues, et en particulier des anthropologues féministes. La valence différentielle des sexes, par exemple, de Françoise Héritier, ça marche très bien. Avec Dallas, on voit très bien que les hommes et les principes masculins valent plus que les femmes et les principes féminins dans cette famille, et que vraiment l'enjeu de cette valence différentielle, c'est le contrôle de la reproduction, du pouvoir reproductif des femmes, et la captation des héritiers. Et ça, c'est tout à fait explicite. Et c'est ce qui est assez génial dans Dallas, mais dans le soap en général, c'est que comme ça repose sur le dialogue, beaucoup, comme les soaps reposent sur le dialogue, tout est continuellement énoncé de façon extrêmement explicite, ce qui est évidemment propice à une forme de dénonciation d'une certaine façon. France Culture. Après je me suis regardé Dallas, au feuilleton pourri dégueulasse. Ça fait frémir le populo de voir tous ces enfants de salauds, ces ricains véreux pleins aux as, faire l'apologie du pognon, de l'ordurerie, de la crasse, nous prennent vraiment pour des cons. Entendez-vous l'écho? Tiffaine de Rocquigny. Dans les soap-opéras, il y a des personnages ultra riches, des personnages qui appartiennent plutôt aux classes moyennes. En revanche, les soaps ne représentent que très peu, voire pas du tout, les classes populaires, Delphine Chedaleux. Oui, très peu. Il y a très peu de classes populaires. Alors, les personnages s'enrichissent, si je puis dire, au fur et à mesure de l'évolution du soap, et notamment avec l'apparition des soaps de prime time qui mettent en scène les ultra riches. Il y a des travailleurs, évidemment, notamment à partir des années 60, dans les soaps hospitaliers, comme General Hospital, etc., qui déplacent l'action du foyer vers un lieu de travail, l'hôpital, mais qui fonctionne en fait comme un lieu domestique, et dans lequel on voit absolument pas les gens travailler. On voit les gens tomber amoureux, se déchirer, se trahir, etc., mais on les voit pas travailler. Et d'une manière générale, voilà, il y a pas de classe, populaire, sauf dans les soaps britanniques. Alors en fait, voilà, le soap américain, le modèle américain a évidemment essaimé, et les soaps britanniques sont les soaps qui mettent le plus en scène les classes populaires. Encore que voilà, il n'y a pas de pauvreté, même dans les soaps britanniques, il n'y a pas de working class pauvre. Oui, dans un premier temps, vous parlez des soaps britanniques. Dans un premier temps, le soap, c'est un produit surtout américain qui s'exporte facilement avant que se développent justement des soaps propres à chaque pays. Marjolaine Boutet. Alors les soaps se développent à peu près dans tous les pays du monde, sauf en France. Mais donc en Grande-Bretagne, Coronation Street, c'est 1953, donc c'est très très tôt. Et il y a cet imaginaire effectivement d'une classe populaire travailleuse, méritante, qui est propre vraiment à l'imaginaire de la nation britannique. Je crois que les soaps disent vraiment beaucoup de choses sur les imaginaires nationaux. Et puis, dès les années 60, en Amérique hispanophone et lusophone, se développent ce qu'on a appelé les telenovelas. Donc, ce n'est pas des histoires complètement sans fin, mais il y a une bonne centaine d'épisodes par saison, par type de... par feuilleton. Et là encore... C'est vraiment des héritages de la littérature du 19e, c'est des histoires de mariage, et dans les telenovelas d'Amérique latine, on voit davantage de questions de classe sociale. Parce que là, évidemment, ça fait des bonnes histoires de mariage et d'amour, et ça met des obstacles entre le jeune premier et la jeune première. Voilà, donc il y a vraiment des feuilletons pour tous les goûts. En Égypte aussi, à partir des années 60-70, les feuilletons se développent. Et d'ailleurs, l'Égypte, le Brésil, le Pérou sont, avec le Japon, les seuls pays dans lesquels Dallas n'a pas été un succès d'audience. Et pourquoi la France a-t-elle autant attendu avant de produire ses propres feuilletons ? Alors, on avait dans le feuilleton du temps de l'ORTF des feuilletons d'1 quart d'heure qui étaient diffusés avant ou après les journaux télévisés et qui permettaient de changer le décor entre le journal et l'émission de variété ou le jeu qui avait lieu avant
les mêmes décors de Cognac G. C'était en un quart d'heure, voilà, là encore, il y avait 70-80 épisodes par histoire. Et à part des choses comme Yannick Aimé ou Le temps des copains, c'était assez vite regardé, assez vite oublié. Et il a fallu vraiment attendre le milieu des années 2000 et Plus belle la vie pour que, parce qu'on avait fait les séries AB avant, dans les années 90, mais pour qu'on sache produire vite et bien, c'est-à-dire de la narration susceptible de passionner des millions de téléspectateurs de jour en jour, mais c'était très tard pour la France. Et le soap opéra va largement influencer les séries télé contemporaines, Delphine Chedaleux, parce qu'on a beaucoup parlé de Dallas, de ces soaps des années 80. Dans quelle mesure, sur les plans narratifs et économiques, ils influencent les séries que l'on connaît aujourd'hui, que ce soit Desperate Housewives ou Grey's Anatomy? Alors ce sont déjà des séries un petit peu anciennes, mais il y a eu une influence. Oui, il y a eu une influence très, très importante. Donc, à partir des années 80, comme ça marchait très bien. Et puis, ce principe de feuilletonisation, c'est un instrument de fidélisation très fort, en fait. Et donc, ça, à partir du moment où on le comprend, on l'étend à tous les programmes fictionnels, en fait. Et fictionnels, et au-delà, bien sûr, maintenant, la télé-réalité, évidemment, fonctionne aussi sur ce principe de feuilletonisation. Donc, vraiment, le soap, c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que nous sommes toutes et tous spectatrices de soap opéra, parce qu'en fait, tous les formats que l'on consomme aujourd'hui, tous les formats fictionnels ou qui fictionnalisent, disons, la réalité comme la télé-réalité, sont des héritiers du soap opéra. Tout ce qui feuilletonne, tout ce qui met au centre les relations interpersonnelles, les conflits, mais aussi les relations amoureuses, etc. Tout ça, tous ces programmes sont les héritiers des soaps. Et pour revenir sur la question de la classe dont on parlait tout à l'heure, ces soaps comme Dallas qui mettent en scène les ultra-riches sont pas exempts en fait de relations de classe, même si on n'y voit pas de pauvres. Ils sont pas exempts de relations de classe, et notamment ça passe par le genre, ça passe par les relations entre les hommes et les femmes. Et ce que je disais tout à l'heure avec Dallas, les femmes sont systématiquement dépendantes économiquement des hommes dans ces soaps. C'est le cas de Dallas, c'est aussi le cas dans Dynasty, par exemple, qu'on connaît bien en France, dans lequel la secrétaire Crystal épouse le patron Blake Harrington et passe tout à coup de la place du statut de secrétaire au statut d'épouse et de maîtresse de maison. Et il y a des scènes tout à fait frappantes au début de Dynasty, par exemple, des scènes d'une violence de classe très, très, très importante, où Blake Harrington va, sous les yeux de Crystal, virer des domestiques, humilier des domestiques pour imposer sa femme. Et tout ça sous son regard à elle, avec lequel on est invité à entrer en empathie, on épouse son point de vue à elle. Tout ça est d'une violence extrême parce qu'elle le vit comme ça, et nous avec. So, then let's talk about women. I'm sure our female readers will be interested to know about your romantic life. I'm really shy. So, that's it. I guess that's all I need. Thank you so much. I think they will be running this in the beginning of next month. Oh, great. Thank you. Bye. Bye-bye. Oh, wait. I almost forgot. We have to ask everybody this. Other than Days of Our Lives, what's your favorite soap opera? Oh, I don't watch soap operas. Excuse me, I have a life, you know. Thank you. The readers at Soap Opera Digest will be happy to learn that. Good enough. Dans cet épisode 19 de la saison 8 de Friends, Joey Tribbiani, star de la série Days of Our Lives, est interviewé par une journaliste du Soap Opera Digest qui lui demande quelle est sa série préférée. Il répond « Je ne regarde pas de soap opéra, j'ai une vie ». Friends, à l'instar peut-être d'autres sitcoms, c'est à la fois une satire du soap et un héritier de ce genre, Marjolaine Boutet. Oui, complètement. Friends, c'est une sitcom assez rare et totalement novatrice dans son genre, dans la mesure où
jusqu'à Friends à peu près, les sitcoms sont dans un univers temporellement fermé. C'est-à-dire que c'est toujours la même situation, puisque c'est ça qui génère le comique. Et donc, on a des familles qui ne divorcent jamais. Les enfants, bien sûr, grandissent, mais on récupère le cousin Olivier. C'est même devenu un trope. Donc, pour récupérer un petit enfant qui va encore faire des bêtises dans cet environnement familial, d'où les enfants biologiques sont partis, ont grandi. Voilà, j'ai travaillé sur une série comme Papa Schultz, qui se passe dans la Seconde Guerre mondiale, et ça dure 180 épisodes, et il n'y a jamais de débarquement, et la guerre n'évolue jamais, ne s'arrête jamais, et il y a toujours de la neige à peine pas fondue sur ce sol californien et sous ce soleil éclatant, bref. Donc vraiment, la sitcom au départ, c'est ça. Ce qui est nouveau avec Friends, c'est qu'on va voir les personnages évoluer. C'est que on va voir aussi, et c'est l'influence du soap, ils vont avoir des histoires d'amour, et des histoires d'amour qui deviennent centrales, et leurs relations changent, parce qu'évidemment, ils tombent amoureux, ou ils sont en pause. Mais voilà, et donc c'est ces événements feuilletonnants qui la rendent encore plus addictive, qui la rendent encore plus générationnelle, et qui en font vraiment une sitcom à part au moment où elle est créée, et puis elle va essaimer bien sûr avec des modèles, avec des séries comme The Big Bang Theory par exemple, qui reprend exactement les mêmes principes de mélange de soap opéra, de sentimentalité et de comédie extrêmement efficace. Peut-être un mot de conclusion, Delphine Chodaleuse, sur ce qu'il reste du soap opéra dans les séries contemporaines, séries qui, on a l'impression, s'emparent de plus en plus d'enjeux de société, plus que de romance et d'aventures sentimentales. Oui, ça aussi, c'est vraiment l'héritage du soap. Les soaps ont toujours, et depuis Irna Phillips, exploré les thématiques sociales. Et ce qui est particulièrement intéressant dans les soaps, et je pense que c'est aussi un héritage, les séries contemporaines sont sans doute héritières de ça, c'est que les soaps s'attaquent à tout un tas de problèmes sociaux, mais aussi à des problèmes moraux auxquels ils n'offrent pas de réponse définitive. Les soaps ont ceci d'intéressant que ce sont des textes ouverts sur le plan narratif, puisqu'il n'y a pas de fin, mais aussi sur le plan idéologique. Contrairement au mélodrame, dont il y a une filiation, le mélodrame cinématographique, on pourrait aussi citer ce genre cinématographique comme un ancêtre du soap. Mais contrairement au mélodrame, le soap ne clôt jamais, ne délivre jamais de morale simple aux problèmes qu'il pose. Et ça permet en fait d'explorer tout un tas de thématiques, de questions sociales. Le soap a toujours exploré la question, et des questions sociales évidemment liées à la féminité en particulier, les grossesses non désirées, l'avortement, etc., etc. Donc oui, c'est sans doute les séries d'aujourd'hui sont héritières du soap de ce point de vue aussi, ouais. I can still see your face, hear your laugh, taste your taste, like a dream I would chase forever after. I could try to ignore, but I've been here before, as I'm faced with the end of another chapter. Un immense merci Delphine Chodaleeux et Marjolaine Bouteux de nous avoir ainsi accompagnés dans l'univers du soap opéra. Je renvoie les auditeurs à vos ouvrages passionnants, Du savon et des larmes, le soap opéra, une subculture féminine, c'est le vôtre, Delphine Chodaleeux. Il est paru aux éditions Amsterdam. Et Marjolaine Bouteux, on peut vous lire dans Faire écran, les réécritures de la Seconde Guerre mondiale dans les séries télévisées au temps de la guerre froide, qui est paru aux presses universitaires du Septentrion l'an dernier. C'est la fin de notre émission. La découverte musicale du jour, c'est Monster, le nouveau titre du groupe britannique Night Flight. Demain, Alia Tovin recevra Vera Chiodi et Carlos Queinan pour dresser un premier bilan économique de la présidence de Javier Milei en Argentine, 6 mois après son élection. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France, et nous retrouver sur X, sur le compte d'Entendez-vous l'écho, et en vidéo sur YouTube.